Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Plus d'impôts, dit la gauche au pouvoir, plus d'économies réclame la droite, à qui l'inspection générale des finances donne raison en recommandant des coupes budgétaires de 5 milliards d'euros par an. Procès en appel de Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale s'estime en rien responsable de la perte record de 5 milliards d'euros il y a 4 ans. Au-delà de son cas personnel, les banques ont-elles abandonné le culte du profit à tout prix et des risques maximum? Nous poserons la question dans cette édition. Bloquer le montant du loyer à l'arrivée d'un nouveau locataire, le décret Duflot annoncé dans quelques semaines, est-il bon ou mauvais pour le marché du logement? Débat contradictoire dans le 19h entre un représentant des locataires et un représentant des propriétaires. Mais d'abord, cette bonne nouvelle, l'arrestation de celui que l'on a appelé le dépeceur canadien. La police allemande l'a en effet arrêté dans un cybercafé à Berlin. On croyait Luc Rocco Magnotta à Paris. On sait qu'il est passé dans la capitale française. Cet individu de 29 ans est soupçonné d'avoir tué et donc dépecé un étudiant chinois à Montréal. L'actualité politique avec une série de rendez-vous à l'Elysée en vue du prochain G20 au Mexique. François Bayrou, Pierre Laurent pour le PCF, Jean-Pierre Chevènement, Jean-François Copé de l'UMP pour qui les divergences partisanes s'éteignent sur les grands sujets internationaux ont été reçus tour à tour aujourd'hui par François Hollande. La photo officielle du président de la République a été dévoilée aujourd'hui, cliché pris comme on le voit dans le jardin de l'Elysée par Raymond Depardon en toile de fond, la salle des fêtes et puis le bâtiment de l'Elysée. Après l'avertissement de la Commission de Bruxelles, après celui de la Cour des comptes dont on attend l'audit sur les finances publiques, 3 jours après le second tour des législatives, un rapport choc de l'Inspection générale des finances relance le débat sur les déficits publics. 2 hauts fonctionnaires préconisent en effet une baisse des dépenses de l'État de 5 milliards d'euros par an, une rigueur donc qui dirait franchement son nom, et le débat est relancé ce soir. Et Elisa Bertholomé avec Mathilde Bélanger. C'est une potion très amère que l'inspection des finances propose pour rétablir les comptes du pays. 5 milliards d'euros d'économies par an, une cure de choc précisée par les experts de Bercy. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, gel des évolutions de carrière, diminution des prestations sociales. Un seul credo donc, celui d'une baisse drastique des dépenses de l'État. Une position rejetée aujourd'hui par le gouvernement. Olli Rehn vient de dire que c'était jouable, réalisable pour nous d'atteindre les 3% de déficit en 2013 et en deçà, et l'équilibre en 2017. Je lui ai redit que non seulement c'était réalisable, mais que ce serait réalisé. Sans mesure d'austérité, oui, nous le ferons. Pas question donc d'austérité. À gauche, on privilégie une autre voie, l'augmentation des impôts. La première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, l'a affirmé. Il existe, selon elle, d'énormes marges de manœuvre en faisant rentrer des impôts supplémentaires. Une politique que la droite rejette. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et le gouvernement, ou Martine Aubry en l'occurrence, affirme qu'il y en aurait si en réalité on augmentait, on créait des ressources fiscales supplémentaires. Sauf que, c'est ça le problème, c'est que si vous dites que vous allez créer des milliards d'impôts supplémentaires, vous tuez l'initiative, vous tuez l'entreprise. Fin juin, on connaîtra la conclusion de l'audit de la Cour des comptes demandé par le gouvernement. C'est sur cette base que Jean-Marc Ayrault devra trancher. L'Elysée a également reçu aujourd'hui la visite, notons-le, des syndicalistes d'ArcelorMittal. L'avenir du site de Florange reste préoccupant, on le sait, mais l'intersyndicale s'est déclarée satisfaite de l'expertise, de la mission qui a été lancée sur les perspectives industrielles réelles de l'acierie Lorraine actuellement au ralenti. Explication de Mounir Soussi. De la Lorraine à l'Elysée, les syndicalistes d'ArcelorMittal à la rencontre de François Hollande pour lui rappeler ses promesses de campagne et lui demander de s'engager dans le sauvetage de leur activité. Il est évident pour nous, par exemple à la CGT et les organisations syndicales, que nous savons ce qui se passe dans le groupe ArcelorMittal. Nous savons que Mittal actuellement, par sa politique, est en train de nous détruire à petit feu.
Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, annonce l'installation d'une mission d'expertise sur l'avenir du site de Florange. Car Mittal vient de décider que les hauts fourneaux ne repartiront pas au second semestre. Un coup dur pour les salariés d'une usine performante, mais pas assez aux yeux du propriétaire. Le géant indien privilégie ses sites les plus rentables dispersés aux 4 coins du monde. La chute du secteur du BTP et de l'automobile entraînée par la crise se répercute sur la filière. Mittal conditionne la réouverture des hauts fourneaux à la reprise du marché. En attendant, les salariés restent au chômage partiel et cherchent des solutions pour rebondir. Plusieurs scénarios sont à l'étude. L'arrivée d'un repreneur réglerait la situation, mais la piste la plus concrète est celle de la reconversion. Florange pourrait devenir le site pilote d'un projet baptisé Ulcos. Ce programme permettrait à terme de développer des techniques de production respectueuses de l'environnement. Une participation de l'Union européenne est indispensable pour en boucler le financement. Bruxelles rendra sa décision en novembre. De retour ce week-end de Marrakech où il a passé 3 semaines de vacances, Nicolas Sarkozy a pris possession aujourd'hui de ses nouveaux bureaux rue de Miromesnil dans le 8e arrondissement de Paris. À noter que son nom est proposé pour le Nobel de la paix par le député UMP Éric Raoult. L'élu de Seine-Saint-Denis évoque l'action internationale menée durant le précédent quinquennat. Le vote des Français de l'étranger, le Parti socialiste arrive en tête dans 7 circonscriptions législatives sur 11. Un résultat qui n'est pas vraiment ce qu'espérait l'UMP, observe le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On voit sur cette carte en rose des circonscriptions mondiales, donc où le PS est arrivé en tête, en vert où les écologistes sont en tête, et puis le bleu représente l'UMP. Ce scrutin inédit où la participation oscille entre 13 et 24% se révèle une mauvaise surprise pour d'anciens ministres comme l'ancien secrétaire d'État Frédéric Lefebvre aux États-Unis et au Canada ou encore pour Marianne Monchamp dans le Benelux. Placer les loyers sous contrôle pour éviter leur trop forte hausse lors du changement de locataire. Cécile Duflot, la ministre du Logement, annonce un décret imminent. Alors progrès pour les uns, fausse bonne idée pour les autres. Jérôme Rabier, avant notre débat, nous aide à y voir plus clair. Des loyers qui augmentent de 10, 20 ou même 30% lors de changements de locataire, ce ne sera désormais plus possible. La ministre du Logement Cécile Duflot annonce un décret dès cet été pour geler les prix des loyers à la relocation. Concrètement, les logements seront reloués au même prix et ne pourront augmenter qu'en fonction de l'inflation. Pour l'ancien Premier ministre François Fillon, cette mesure est inadaptée car elle freinerait les investissements immobiliers. Un avis partagé à droite. Il faut faire extrêmement attention à ce que l'on fait en matière de logement, parce que toute mesure à caractère trop général serait certainement ressentie par les propriétaires comme une nouvelle contrainte supplémentaire et ça pourrait bloquer le marché. Une première mesure qui donnera immédiatement du pouvoir d'achat selon Martine Aubry. À Paris, où les loyers ont augmenté de 50% en 10 ans, la mairie se félicite de cette annonce. La situation actuelle des locataires à Paris est intenable. Il est urgent, il est important de donner un signe fort au marché de la location. Tout n'est pas possible sur le territoire parisien. Il faut encadrer les loyers. Une mesure que Cécile Duflot qualifie elle-même d'urgente et de temporaire en attendant la grande loi sur le logement en 2013, après concertation avec tous les acteurs du marché immobilier. Voilà, 2 invités avec nous. Corinne Rinaldo, bonsoir. Vous êtes la secrétaire confédérale de la Confédération nationale du logement. Et face à vous, Laurent Demeure, bonsoir. Vous présidez un grand réseau immobilier international même qui s'appelle Coldwell Banker. Merci d'être avec nous. Madame Rinaldo, d'abord, ce décret annoncé par la ministre du Logement représente un progrès ? Tout à fait. Pour nous, la Confédération nationale du logement, défendant les locataires, c'est une première mesure qui est nécessaire, plus que nécessaire, au vu du marché aujourd'hui par rapport à l'immobilier. Quels excès est-ce que vous dénoncez? Il faut dire de longue date. Vous avez même lancé des pétitions sur le sujet. Depuis de longues années, on dénonce ces fortes hausses de loyers. On peut voir, comme on dit, dans les zones tendues, comme Paris, avec, comme vous l'avez dans le reportage, 20 à 30%. Mais nous avons aussi, dans des zones moins tendues ou zones non tendues, avec des augmentations qui varient de 6, 8 ou 9%. On parle beaucoup du parc privé. Pour nous, la CNL, il est important aussi d'avoir un blocage de loyer. Ah, ça c'est la mesure supplémentaire que vous réclamez. Bon, on va rester d'abord
sur le contrôle des loyers à la relocation, quand il y a donc un changement de locataire. Hein. Sur ce point de vue, Monsieur Demeure, est-ce que d'abord vous contestez ce constat fait à l'instant? Je ne conteste pas le fait qu'il soit difficile de se loger. Non, mais c'est pas la question. C'était le fait que les loyers augmentent dans des proportions folles à chaque changement de locataire. Je dirais non. Je suis pas. Ah bon, là, déjà vous n'êtes pas d'accord. Alors. Les loyers augmentent, les proportions folles. Je dirais l'évolution des loyers qu'on annonce est inférieure à l'évolution des prix de l'immobilier. Donc la rentabilité des propriétaires a diminué sur la période. C'est déjà un premier point important. Les propriétaires n'ont pas répercuté les hausses de l'immobilier sur les loyers pour la même valeur. Donc les propriétaires ont accepté d'avoir des loyers plus bas que les augmentations des prix de l'immobilier à l'achat. Oui, mais là on parle de propriétaires qui sont déjà en possession d'un appartement. Oui, mais ce que l'on regarde, c'est la valeur d'un bien immobilier comparée à sa rentabilité pour un investisseur. D'accord. Or, la rentabilité, quand on parle de secteurs extrêmement, je dirais, tendus comme le centre de Paris, on est sur des rentabilités brutes de 3,5 à 4%. Ce qui fait qu'on est quelquefois sur des rentabilités nettes après impôts, après travaux, à zéro. Donc vous nous dites que ces augmentations de loyers sont justifiées justement par le manque de rentabilité de l'investissement locatif en France et particulièrement à Paris. L'investissement locatif a une rentabilité faible actuellement. Il supporte un point d'impôt extrêmement élevé qui a été alourdi très récemment. Et si on amène aujourd'hui à plafonner les loyers, il va encore supporter un poids. Alors, je ne sais pas, à vous écouter, qui est le plus à plaindre aujourd'hui entre le locataire et le propriétaire, Madame Rinaldo. Je crois que on peut entendre ce que dit monsieur. La réalité aujourd'hui, avec toutes les aides qu'on a eues depuis entre autres plus de 5 ans sur le privé dans les défiscalisations, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la relocation, comme les grands groupes, si je peux les citer, comme la parole est libre, allez-y. Logif aujourd'hui, qui fait dans le cadre, soyons techniques, du renouvellement de bail, ce que parle Madame Duflot avec l'article 17C, des 60% d'augmentation. Donc là, c'est une réalité. C'est du parc qui a déjà vécu. On ne parle pas d'investissement là. C'est de grands groupes financiers et on a des renouvellements de baux où des locataires déjà, j'ai des exemples déjà en 92, ils ont eu des renouvellements de baux, des travaux qui ont été supportés en investissement par les locataires et aujourd'hui, on leur redemande 60 à 70% d'augmentation. On a des dossiers en commission de conciliation aujourd'hui qui ne font qu'augmenter. Alors, ce que dit Madame, je ne connais pas le cas de figure particulier que vous évoquez. Maintenant, les propriétaires aujourd'hui font face à de nombreux travaux dans les copropriétés. Je dirais qu'ils sont obligés d'investir, des mises aux normes d'ascenseurs, des mises aux normes de canalisation, un certain nombre de mises aux normes. Donc ils supportent des poids économiques de plus en plus élevés. Et je dirais, il faut être clair, si on veut conserver un parc locatif de qualité, si on baisse la rentabilité, si on augmente les impôts et qu'on plafonne les loyers, les propriétaires ne vont plus investir dans les travaux. Donc on va avoir un parc immobilier qui va se dégrader. Et donc une offre locative de moindre qualité pour les locataires. Donc on va vers moins de qualité. On va vers des locataires à qui on va proposer des appartements de moins en moins qualitatifs. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour essayer de calmer cette situation folle, manifestement, dans certains cas? La situation folle, c'est... Dans certains cas, évidemment, bien sûr, la France manque de logement. La France manque de logement. Vous, par exemple, vous arrivez à calmer certains des propriétaires dont vous gérez le parc? Propriétaire, nous, ce qu'on lui explique, c'est très simple. Je veux dire, aujourd'hui, un propriétaire, il offre un service logement à un marché. Il doit positionner un appartement, il doit positionner un immeuble, il doit positionner un quartier, et il fait un prix en fonction de la qualité de ce qu'il offre. Et en fonction de ça, il s'adresse à un marché. Si son prix est trop élevé, il ne trouvera pas de locataire qui est disponible pour venir louer son appartement. Si son appartement ne répond pas aux normes de qualité, n'est pas décent, il ne trouvera pas de locataire non plus. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut laisser jouer la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande régule le marché. Et ensuite, le problème du logement en France, c'est que nous n'avons pas assez de logements, clairement. Très bien. Alors, effectivement, nous n'avons pas assez de logements. Et sur la loi de l'offre et de la demande. Mais l'offre et la demande, justement, on a un manque de logements, on le dit tous. Le constat, on peut le faire. On est tous d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, moi je mets en défaut, monsieur, je suis désolée, les travaux d'amélioration,
la loi, les dernières lois qui ont été faites par l'ancien gouvernement, c'est les locataires qui supportent les travaux. Les nouvelles mises aux normes, dans le cadre du Grenelle 2, c'est la 3e ligne sur la quittance des locataires. Dans le privé, c'est 50% de l'investissement des travaux qui est récupéré sur le loyer. Donc, c'est le locataire qui valorise le patrimoine du propriétaire. Donc ça, c'est les derniers textes qui font qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Par rapport à cette mesure et la relocation, et ça ne mettra pas en danger, pas du tout, l'offre et la demande. Bien sûr qu'il y aura besoin de construire et des constructions sociales qui permettent aussi de réguler par rapport au marché, et puis de stopper cette spéculation qui dure depuis des années, où là, on ne peut plus. Les locataires n'en peuvent plus. Madame, je veux dire, je suis assez directe, mais là, on est arrivé à un point de non-retour. Vous parlez spéculation, monsieur parle investissement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'effet de levier de l'immobilier pour se constituer un patrimoine pour leur retraite. On sait tous qu'on a un problème de retraite en France. L'immobilier est le seul moyen encore d'avoir un ascenseur social et le seul moyen encore de préparer sa retraite. Donc le parc immobilier, madame signe des grands investisseurs, mais le parc immobilier, c'est essentiellement des particuliers qui investissent. Et je dirais, c'est pas forcément des riches particuliers, c'est des personnes qui ont mis de l'argent de côté, qui ont utilisé l'immobilier pour constituer un patrimoine, pour prévoir leur retraite. Donc ce sont des épargnants, je dirais, qui savent qu'ils auront des retraites assez faibles finalement, et donc ils veulent compenser cela. Bon. Ces personnes acceptent très souvent... Ils en viennent à saigner les locataires. Ils ne saignent pas les locataires, soyons clairs. Moi, je connais beaucoup de propriétaires qui n'augmenteront même pas à la fin de l'année. Je dirais, ne répercuteront quelquefois même pas un certain nombre de travaux sur leurs locataires. Ils veulent conserver la plupart du temps des locataires de qualité avec lesquels ils entretiennent de bonnes relations. Ne confondons pas. Madame Rinaldo, c'est pas une vision angélique là qui est dépeinte. Non, ça existe, bien sûr. On ne remet pas en cause le petit propriétaire, comme on le dit, mais nous avons. C'est celui-là qui va souffrir de la loi. Non, monsieur. Il ne va pas souffrir de la loi. Il y a encore l'indice de référence de loyer. Il a des possibilités tous les ans d'augmenter le loyer à travers l'indice de référence de loyer qui s'appelle l'IRL. Mais là, maintenant, on dit que l'augmentation, elle va être indexée sur l'inflation. Sur l'inflation, c'est dans le décret. On aura toujours l'IRL. On est quand même depuis Paris, on est quand même un décret depuis 1984 sur l'encadrement des loyers. Paris et 343 communes d'Île-de-France, si je ne m'abuse. 343. Mais pas dans le renouvellement, monsieur. Alors, Madame Rinaldo, vous nous avez dit il y a un instant que vous vouliez aller beaucoup plus loin. Pour vous, un peu, ce décret Duflot, c'est un zakouski, mais vous attendez le plat principal, vous. C'est une première mesure et on s'en félicite. Mais nous, effectivement, on veut, dès aujourd'hui, pour accompagner cette mesure, un blocage de loyer sur l'ensemble de tous les secteurs sociaux. Qui permettent aussi, en même temps, d'aller dans sa proposition de revoir pour une nouvelle politique du logement en 2013. Il est nécessaire d'avoir une rupture. Nous avons eu, depuis 5 ans, le secteur privé qui a eu des aides, des défiscalisations. Quand on parle du cellier, l'investissement cellier... On parle du neuf, on ne parle pas du patrimoine ancien, qui est quand même la principale... Le patrimoine ancien, l'ANA... L'Agence nationale de l'habitat, je pourrais vous dire en détail. Vous voulez que les loyers soient bloqués. Combien de temps? On veut avoir un blocage de loyer en 2-3 ans. Ah bon? Pourquoi pas? Alors, monsieur Demeure, les conséquences, selon vous, d'un blocage? Les conséquences, les investissements... S'il intervenait, c'est pas encore annoncé. Hein. Voilà. Les conséquences, je dirais, seraient une rupture des investissements locatifs, clairement. On l'a déjà, cette rupture qui a été liée avec l'augmentation de la fiscalité des plus-values au mois de septembre-octobre. Donc on a eu déjà moins d'investisseurs locatifs sur le marché. Donc on est en train de préparer une énorme crise du logement en France dans les 3-4 ans qui viennent. On aura de moins en moins de logements. On aura des logements qui vont se dégrader, une qualité locative qui va énormément baisser si on va dans cette voie. Ce qu'il faut, je dirais, c'est augmenter le nombre de la construction en France. Clairement, tout le monde est d'accord sur la solution. Mais aujourd'hui, prendre des mesures qui vont dégrader la qualité locative, qui vont diminuer le nombre d'appartements mis sur le marché en location, c'est contre l'intérêt des locataires. Et si M. Demeure disait vrai? Non. Et, madame, j'ajoute un point. Renversons toutes les aides qu'a eu le privé de ces dernières 5 années. Donnons-le déjà au social, nous aurons des constructions. Le privé ne veut pas et d'aide. peut-être qu'après, le privé aujourd'hui, il n'a que des aides. Il n'a que des aides. Il veut se réguler sur un marché. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde ouvert et que nous sommes une entreprise anglo-saxonne, donc nous sommes une entreprise mondiale. De plus en plus de clients viennent nous voir pour investir locativement à l'étranger.
Donc les investisseurs se reportent sur d'autres pays. Pour nous, monsieur, et donc, le logement n'est pas une marchandise. Madame, ils ne vont pas investir sur le marché français. Mais pour nous, le logement n'est pas une marchandise. C'est comme l'eau, l'électricité. Donc à partir de là, aujourd'hui, nous avons un manque. Nous avons des réponses urgentes à faire. C'est un encadrement des loyers, un blocage des loyers. Nous demandons même l'arrêt des hausses et l'arrêt des expulsions. Parce qu'aujourd'hui, même la loi DALO, le droit au logement, ne fonctionne pas. Madame, et si donc, vous faites ça, vous n'aurez plus d'investisseurs privés. Mais on n'aurez plus d'investisseurs privés. Madame, vous n'aurez plus d'investisseurs privés. Je n'ai pas de souci, on aura toujours l'investisseur privé. Vous êtes en train d'annoncer à des investisseurs privés que leurs loyers seront plafonnés, seront bloqués. Donc ils vont se retrouver en revenus négatifs. Vous allez leur annoncer que si un locataire ne les paye pas, tant pis pour eux, il faut qu'ils le gardent. Vous êtes en train de leur dire, n'investissez surtout plus dans la pierre, n'investissez plus dans le logement locatif, donc nous préparons une énorme crise du logement en France. Nous aurons une explosion des prix de l'immobilier parce que nous n'aurons plus assez de logements. Ah, on ne va pas vous réconcilier. En tous les cas, vous avez exposé l'un et l'autre votre point de vue totalement contradictoire. On verra quel sera précisément les contours de ce décret de la nouvelle ministre, Madame Duflot, et puis la suite, puisque vous serez reçu incessamment sous peu, je crois. Et vous aussi peut-être, alors en tous les cas, vos représentants professionnels, les propriétaires. La question du Nouvellobs.com aujourd'hui, faut-il mieux encadrer les loyers? Vous avez répondu, je devine la réponse, oui, à 59%. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition. On parle maintenant du procès en appel de Jérôme Kerviel, lourdement condamné il y a 2 ans. L'ancien trader de la Société Générale a affirmé d'emblée ce matin qu'il n'était pas responsable de la perte de 5 milliards d'euros sur les marchés à risque. Alexandra Collineau. Je ne suis pas responsable. Voilà ce que Jérôme Kerviel est venu réaffirmer devant la Cour de cassation à l'ouverture de son procès en appel. Pour convaincre, son nouvel avocat, Maître Koubi, entend démontrer que les preuves fournies jusque-là par la banque n'ont aucune valeur. Dans ce dossier-là, nous n'avons pas la moindre expertise, que ce soit en comptabilité, que ce soit en trading ou que ce soit une expertise informatique. Donc nous allons vous le dire et nous allons vous le répéter, tous les documents qui émanent et qui sont produits par la Société Générale n'ont, à mes yeux, aux yeux de la défense, strictement aucun crédit. Assis au premier rang de la Chambre de cassation, Jérôme Kerviel avoue n'avoir jamais lu la charte de déontologie signée au moment de son embauche. Comme en première instance, l'ex-trader reconnaît ses fautes. Oui, il a dépassé les limites autorisées des risques. Oui, 50 milliards, c'était une erreur. Mais la banque savait tout des risques qu'il prenait illégalement. Mais pour les avocats de la Société Générale, Jérôme Kerviel peine à convaincre. Jérôme Kerviel s'est fait tacler, comme on dit en matière de football. Et la Société Générale a pu expliquer un certain nombre d'éléments de manière claire et pertinente, sans aucune difficulté. L'ancien trader espère échapper au remboursement des 4,9 milliards d'euros auxquels il a été condamné en 2010, une somme que plusieurs vies ne suffiraient pas à payer. Le procès se tient jusqu'au 28 juin, le verdict sera connu en septembre. Pierre-Noël Giraud est notre invité maintenant, professeur d'économie, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre petit traité sur la finance moderne a d'ailleurs été réédité. Il y a eu beaucoup de choses prémonitoires dans votre analyse. Est-ce que Jérôme Kerviel est pour vous un irresponsable isolé ou bien le symptôme d'un système, ce qu'on a appelé le casino banking ? Oui, il est incontestablement le symptôme extrême d'un système. Il a eu des prédécesseurs, il a eu des successeurs. Depuis, oui, parce que d'autres affaires retentissantes, JP Morgan ou UBS ont connu des scandales similaires. Et il aura probablement des successeurs. Bon, je croyais qu'on devait réformer le système. Là, ce dont il s'agit, c'est que le contrôle des risques sur les marchés financiers les plus volatiles par une banque était insuffisant, déficient, etc. Je pense qu'il le sera toujours parce que les banques n'auront jamais des modèles de risque, c'est-à-dire n'auront jamais, pour parler simplement, le moyen d'évaluer suffisamment précisément les risques qu'elles prennent sur certains marchés pour les contrôler véritablement. Donc ce genre d'accident se produira toujours. C'est vrai dès qu'on intervient sur des marchés financiers à grande échelle. Donc la vraie question que ça pose,
et qui est posée par certaines propositions de réforme en ce moment, c'est faut-il autoriser les banques à faire ce qu'elles veulent sur les marchés financiers, compte tenu de ce que par ailleurs elles gèrent les dépôts de tout le monde, et que si un crack sur les marchés financiers met en danger les banques commerciales, les banques de dépôt, celles que vous et moi nous utilisons, eh bien on a à ce moment-là une crise bancaire, une crise économique. Alors l'idée qui est dans l'air et qui a été d'ailleurs proposée à nouveau par François Hollande, mais il n'est pas le seul, Barack Obama, d'autres, David Cameron, c'est de séparer justement les banques, de les couper en deux. D'un côté les activités spéculatives et de l'autre les activités de dépôt. Mais ça s'est fait, ça va se faire? Alors, on en parle beaucoup, mais si on regarde un peu en détail les propositions qui existent d'une part aux États-Unis avec la loi Dodd-Frank et la règle Volcker de l'ancien président de la Fed, ou en Grande-Bretagne, il ne s'agit pas du tout de couper les banques en deux. Il s'agit soit de leur interdire un certain nombre de choses, sachant bien que... C'est un début déjà, c'est un début. Oui, c'est un début, mais faites confiance à l'imagination des ingénieurs financiers pour immédiatement inventer d'autres instruments. Par exemple, les instruments qui ont provoqué les énormes pertes chez USB, ils n'existaient pas il y a 2 ans. Bon. Donc faites confiance aux ingénieurs financiers. Si on leur interdit de faire ceci, de trouver un moyen de gagner autant d'argent en faisant cela. Bon. Donc, pour moi, ces propositions vont dans le bon sens. D'une, en effet, séparation des activités de marché spéculatives. Que les gens qui veulent spéculer le fassent avec leur propre argent. Pas avec l'argent des autres ou pas avec de l'argent créé ex nihilo par les banques. Cette idée est bonne, mais ce qu'on envisage de faire aujourd'hui, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, est, à mon avis, un peu cosmétique. Quant à l'Europe continentale, on n'envisage rien du tout. En Europe continentale, la doctrine des banques, c'est « nous n'avons pas fait faillite ». C'est la preuve que quand nous sommes très grosses, nous avons en nous-mêmes des amortisseurs suffisants pour faire face aux fluctuations des marchés. Bon. Donc on n'en est pas très loin dans le débat. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait être beaucoup plus radical. Et qu'il faudrait, c'est-à-dire et qu'il faut avoir un système de banques commerciales qui financent l'économie, qui financent l'économie sous forme de crédit, les entreprises, etc., mais sous forme de crédit. Et qui n'interviennent pas en effet sur les marchés financiers, et puis d'un autre côté, des institutions financières qui rassemblent de l'épargne, qui, elle, veut s'investir à risque et qui la gère pour le compte de clients. Et ce qu'il faut interdire, c'est la communication entre les deux. Très simplement, il faut interdire à qui que ce soit, y compris à une banque, de créer 1 milliard ou d'emprunter 1 milliard pour la jouer sur les marchés financiers, espérant 3 milliards, mais pouvant aussi perdre le milliard. Parce que vous nous dites que quelles que soient les réformes, de toute façon, sur une partie de ces marchés spéculatifs, la loi de la jungle continuera de mener le monde bancaire. C'est la question, c'est le problème de la lance et du bouclier. La lance gagnera toujours, comme souvent. C'est-à-dire qu'une réglementation partielle et pas draconienne comme celle que j'évoque, limitant tel ou tel type de prise de risque de telle ou telle banque, sera toujours contournée par de l'imagination financière. Et par conséquent, il faut être beaucoup plus radical que ça. Et le seul moyen d'être radical, c'est de séparer les établissements, séparer en capital les établissements. On rappelle que Jérôme Kerviel a été condamné lors du premier jugement pour avoir déjoué quand même tous les contrôles. Il a menti, il a triché lors de ses opérations. Là, il n'y a pas d'éléments nouveaux lors de son procès en appel. Vous savez, toute la question, c'est de savoir... En effet, il n'a pas respecté les règles prudentielles. La question est de savoir s'il était incité... S'il l'a fait de lui-même, et si ensuite, ayant fait des erreurs, il a cherché à les corriger et ça a fait boule de neige, ou si sa hiérarchie le savait. Toute la question... Ou si même simplement il baignait dans un tel climat de recherche spéculative qu'il a pu être poussé à la faute. Quel est votre jugement alors que Non, j'ai pas de point de vue particulier. De toute façon, la justice va trancher. Mais disons que les règles n'ont pas été appliquées. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Noël Giraud. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. À suivre un documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. On se retrouve demain dès 18h pour Preuve par 3 et notre invité sera le secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Bonsoir.
99 ans, Jacques Lévy s'est rendu en Biélorussie, où il a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre. C'était une grande maison qui était seule, dans laquelle on faisait travailler des artistes. Un ultime voyage, en compagnie de sa fille et de sa petite-fille, sur les traces de sa mémoire et de sa famille exterminée. Tout cela, ça ressuscitera personne. En remontant les vieilles routes, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.